Coucou Emeline, Coucou Rachel. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce qu'on a fait appel à vous. Sur Instagram, on a posté une boîte à questions et on vous a laissé un petit peu la parole. Et on a récupéré du coup plusieurs sujets et on va en aborder un aujourd'hui avec vous, qui est notamment la guérison de l'esprit, se libérer pour mieux renaître. On est très contente d'aborder ce sujet avec vous parce que du coup, nous a été proposé par une de nos auditrices. Donc, on va vous parler de plein de choses aujourd'hui. Et on va commencer du coup par présenter le thème. Donc, Emeline, si tu veux bien du coup nous en parler. Donc aujourd'hui, on va parler de la guérison de l'esprit, comment se libérer pour mieux renaître. Et comment aussi finalement ce chemin qui semble invisible peut être très profond et peut nous apporter finalement aussi beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de résilience et beaucoup plus d'alignement aussi finalement. C'est un petit peu le but de la guérison, du cheminement, d'être de plus en plus alignés à qui nous sommes et de venir un petit peu éclairer nos blessures pour en ressortir un peu plus fort, si on peut dire. Et puis l'esprit peut être notre plus grande force, mais aussi notre plus grande prison. Donc je pense que c'est intéressant aussi de parler de ça parce que c'est un chemin qu'on a parcouru et qu'on parcourt encore aujourd'hui à Rachel. Et donc je pense que on va parler de la guérison de l'esprit, des étapes et quels sont les objectifs de l'épisode aujourd'hui. Également, et puis aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la guérison de l'esprit, c'est pas seulement aller mieux. On a tendance à se dire, je vais entamer un cheminement ou je vais entamer une thérapie peut-être en disant, je veux guérir et je veux aller mieux. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, ça vient aussi nous donner une clé en mode, je viens reprendre le pouvoir sur ma vie et je viens vraiment reprendre les rênes en fait de ma propre vie. Et ça, c'est aussi hyper important à comprendre que finalement, guérir, oui, ça va nous permettre d'aller mieux, mais ça va aussi nous permettre de reprendre le pouvoir sur notre vie finalement. Et aussi, guérir, c'est aller mieux pour reprendre le pouvoir sur sa vie, mais c'est surtout ne pas oublier et ne pas effacer tout ce qu'on a vécu. On a tendance à se dire que voilà, on a des traumas, avec la thérapie ou avec un travail personnel, on oublie tout, on efface tout et on est une nouvelle personne. Alors qu'en fait, guérir, c'est apprendre à vivre avec ses démons, avec ses traumas. Et puis finalement aussi, c'est venir aussi mettre en lumière, comme tu le disais très justement, ces blessures, ces traumas, et justement en faire une force, et pas les occulter, les oublier comme on a pu dire dans des précédents épisodes, mais c'est vraiment venir mettre de la lumière à certains endroits. Et qu'est-ce que je fais maintenant de ce traumatisme, de cette blessure? Je l'utilise comme moteur pour prendre ma vie en main et pour me dire, ok, j'ai vécu ça dans ma vie, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça et comment j'ai envie d'avancer moi maintenant? Et ne plus en être esclave aussi. Exactement, et ne plus se victimiser, ne plus en être esclave, et toutes les choses qui s'en découlent aussi finalement. Donc l'objectif finalement de cet épisode va être vraiment de comprendre ce qu'est une blessure, qu'on peut en avoir aussi plusieurs, identifier aussi les mécanismes qui nous empêchent finalement de guérir et d'aller mieux, pourquoi finalement on décide de rester dans cette blessure ou dans ce mode de fonctionnement, et aussi explorer des outils concrets pour cheminer et pour avancer vers une vie beaucoup plus alignée. Est-ce que ça te parle du coup ces objectifs finalement, Emeline? Oui, ça me parle énormément. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu pousser la porte d'un cabinet de thérapie. C'est parce que j'étais esclave de mes propres blessures, de mes propres traumatismes, et j'arrivais pas à trouver les clés en moi pour guérir. Pourtant, j'ai essayé pendant très longtemps et c'est ma relation qui m'a fait me remettre en question et me dire ok, là je me fais souffrir, je fais souffrir la personne avec qui je vis et j'arrive pas à me sentir mieux, j'arrive pas à arrêter de vivre cette torture intérieure parce que la guérison de l'esprit, elle permet en fait pas forcément d'arrêter des souffrances physiques et encore que finalement les mots de l'esprit mettent en place aussi des mots du corps, mais je pense que le fait de guérir son esprit, de guérir de ses traumas permet aussi d'apaiser et de trouver une paix intérieure qui n'a pas de prix. C'est un réel trésor. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aurais une petite question à te poser. Est-ce que tu avais identifié, avant d'aller en thérapie, là où les blessures auxquelles tu étais confrontée? Je me suis intéressée à la psychologie, à la psychothérapie, etc. avant de contacter une psychothérapeute parce que aussi j'ai toujours été chez les psychothérapeutes. Mes parents m'ont très souvent envoyée chez le psy pour guérir, pour aller mieux, etc. Mais je pense que c'est bien quand on est enfant, mais c'est vraiment beaucoup plus révélateur et ça transforme beaucoup mieux quand on est jeune adulte en fait. Donc bon, je me suis intéressée à tout ça et je me suis dit, bon déjà, il n'y a pas de hasard sur le fait que je me mets avec quelqu'un qui a 9 ans de plus, qui a une situation professionnelle, qui est un homme construit, pas forcément dans toutes les sphères de sa vie, mais c'était quelqu'un qui était beaucoup plus avancé dans son parcours de vie qu'une fille de 16 ans qui est au lycée et qui se cherche un petit peu professionnellement et aussi psychologiquement. Donc déjà sur ça, je me suis dit, il n'y a pas de hasard sur le fait que je me mets avec une personne qui a 9 ans de plus. Et je savais qu'il y avait aussi un lien par rapport à l'abandon du père ou un manque de la figure paternelle. Après, je me suis aperçue en thérapie qu'il y avait beaucoup plus
plus de choses et que c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Mais oui, le début de la thérapie, c'était sur ce que je pensais être, c'était sur la figure du père. D'accord, OK. Et toi? Oui, complètement. Merci du coup de me poser la question. Je me suis dit: «Elle va peut-être pas me la poser». Et moi, ça fait complètement sens ce que tu dis parce que moi, c'est vraiment ma relation, en fait, aussi qui m'a mis face à mes propres blessures, en fait, finalement. Parce que moi, pareil, j'avais un problème avec la figure paternelle. Donc, c'est pas nouveau, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Mais je me suis mis avec quelqu'un qui, finalement, était hyper indépendant, avait besoin de sa liberté, avait besoin de vivre sa propre vie, en fait, finalement, d'écrire sa propre histoire, tout en étant en couple. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas, ça ne veut pas dire, voilà, toutes ces choses que j'avais pu imaginer. Mais lui avait besoin de sa liberté. Et moi, en tant que grande dépendante affective, avec besoin pareil d'une figure paternelle, une figure masculine, en fait, comme s'il avait besoin de prendre la place de mon père, finalement, ben, du coup, j'ai été confrontée à mon propre miroir, finalement, parce que ben, lui continuait à vivre sa vie, continuer à faire sa propre vie, travailler, voir ses potes, sortir, enfin voilà, faire sa vie de jeune ado, de jeune adulte en fait, tout simplement. Et moi, en tant que grande dépendante affective, blessure d'abandon et blessure de rejet, ben j'étais en plein dedans quoi. Donc du coup, c'est venu vraiment me renvoyer en effet miroir, ce que je voulais pas voir depuis des années finalement. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé une thérapie sur le tard. Ça fait déjà 10 ans qu'on était en couple, mais bon, après je partirais aussi sur une autre sphère. On avait aussi besoin de comprendre plein de choses tous les deux. J'avais besoin de venir faire une réparation de l'image que j'avais du couple et du transgénérationnel que j'avais récupéré. Mais ça, je l'ai compris aussi bien sûr sur le tard. Sur le moment, quand ça m'arrive, bien évidemment, quand tu es en grande dépendance à l'autre, l'autre avec un grand A, pas que ton chéri, mais aussi tout le monde, c'est très très compliqué parce qu'en fait, ta propre compagnie et la solitude, j'ai même pas de mots pour définir ce que c'est et ce que j'ai ressenti quand je me retrouvais seule, en fait, finalement. On a vécu la même chose et on a déjà discuté toutes les deux avant de faire ce podcast parce qu'on avait plein de points communs aussi sur notre parcours de vie. Et moi, je vivais extrêmement mal, par exemple, le fait qu'il aille manger au restaurant avec des amis. Non, mais moi, je vivais extrêmement mal le fait qu'il aille faire un foot avec ses potes. Non mais, s'il vous plaît, c'est quand même un truc de fou. Enfin, j'étais arrivée à un stade sur la fin là, avant vraiment que je commence à aller voir quelqu'un. J'étais arrivée à un stade où j'étais mais hystérique. Ouais, hystérique. J'ai pas d'autre mot, c'était vraiment ça en fait. Mes blessures et mes propres démons en fait prenaient le dessus et finalement en fait j'étais incontrôlable. Donc dès qu'il fermait la porte de chez moi et qu'il sortait, mais peu importe ce qu'il allait faire, tant qu'il n'était pas avec moi, mais c'était une souffrance mais extrême. Ouais, on a vécu la même chose. Le pire du pire, c'est de se rendre compte de l'absurdité de ce qu'on ressent. Mais oui, Parce qu'on se voit, on ressent en fait cette montée d'angoisse, cette montée de douleur physique qui arrive quand la personne part. Et le fait de ne pas arriver à contrôler ce mal-être, c'est horrible. Je pense que c'est le pire pour moi qui a été, c'était de se dire, allez, ça va aller. Mais rien ne va. Rien ne va. Je vivais un enfer, j'avais beau faire tout ce que tu voulais. J'avais fait une première thérapie avec une psychothérapeute qui ne me correspondait pas et qui m'avait conseillé la cohérence cardiaque, etc. Mais en fait, quand tu vis un tourbillon intérieur, une tempête, un ouragan à l'intérieur de toi, que tout s'effondre, que ton plafond finit au sol, que tu sais même plus comment tu t'appelles tellement c'est éprouvant, va essayer de faire des exercices de respiration. Allez, je respire. Non, ça marche pas du tout. non, Ça marche pas du tout et c'est encore pire. Je suis vraiment hyper d'accord avec toi et quand tu parles aussi du côté physique, moi vraiment, j'étais à un point où c'est que même je m'alimentais plus. Donc c'est-à-dire quand je vais pas bien, que je suis dans des phases où je suis vraiment émotionnellement impactée, je mange pas. Donc je perds facilement du poids comme je peux en prendre aussi très facilement. Et du coup, quand il se passait ça dans ma vie et que j'étais confrontée en fait à ça, je mangeais pas et je m'alimentais pas. Et je restais sur mon canapé, mais vraiment, hein, je restais sur mon canapé, c'est ça, comme un cadavre à l'abandon. J'aime beaucoup l'image parce que c'est exactement ça. Et ça fait du bien de rire un peu aussi parce que c'est vraiment ça que je ressentais. Et vraiment en mode, je fais que pleurer. Je suis sur mon téléphone à me rendre addict. Et au final, ma vie n'avait plus aucun sens. Et je continuais en fait à rester dans cet engrenage. Et je me voyais aussi encore m'enterrer encore plus, tu vois, m'enterrer. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je dise, c'est bon, c'est fini. Et ça, je l'ai déjà raconté dans l'épisode précédent, mais c'est une dinguerie. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, en fait, de ces périodes-là où on est vraiment... Même le mot mal n'est pas suffisant, en fait. Non, c'est horrible à vivre. En fait, c'est comme si on perd quelqu'un. Oui, vraiment. Un deuil à chaque fois, c'est la perte subite d'une personne qu'on aime. Enfin, alors que bon, la personne va juste manger au restaurant, va juste faire un foot avec ses potes. Quand j'ai commencé à guérir en fait de ce processus, j'ai jugé qui j'étais avant en me disant mais regarde à quel point t'étais malade, avec un petit côté péjoratif quand même, voire gros côté péjoratif. Aujourd'hui,
aujourd'hui, je prends un peu plus cette personne dans les bras en moi, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est juste une accumulation de traumas, de dissonance cognitive, d'interprétation de la relation, en fait, un cumul de tout qui fait que cette personne, elle était infiniment malheureuse. Et je pense qu'aujourd'hui, je me prends un peu plus en considération et je me dis merci déjà parce que si cette personne n'avait pas existé, j'en serais pas là aujourd'hui avec ce travail sur la thérapie, sur le développement personnel, sur cette connexion spirituelle, etc. Enfin, tout ce chemin n'aurait pas existé. Donc, je pense qu'il faut aussi déculpabiliser et se dire que il y a énormément d'humains qui vivent la même chose, ou d'autres tempêtes émotionnelles, hein, clairement, et qu'il faut arrêter de se jeter la pierre sur sa façon de se comporter, sa façon de ressentir ce qu'on vit, parce qu'en fait, quand on vit cette tempête émotionnelle, c'est pas de l'ordre du raisonnable, c'est irrationnel. Ça nous définit sur le moment, alors qu'en fait, on aimerait être quelqu'un d'autre. On aimerait être libre de ses souffrances, on aimerait en fait arrêter, couper cette chaîne au pied et de se sentir libre, de se sentir surtout en paix. Alors là, j'ai pas les mots, hein, même à scotcher, hein. Vraiment, t'as tout dit et ce côté aussi de se jeter la pierre, moi, pendant très longtemps, je me suis aussi auto-sabotée, auto-incriminée et c'est ma faute et c'est moi et c'est ci et c'est là et en fait, maintenant, comme tu dis, j'ai juste envie de me dire: «Bah, merci» parce que sans la Rachel que j'étais, je serais pas, en fait, là, aujourd'hui, sur un canapé à vous parler, à vous partager et en fait, c'est juste mon cadeau maintenant de me dire: «Bah, OK, je suis passée par là, je vais potentiellement peut-être aider des gens, je vais éclairer le chemin de certaines personnes et je vais apporter aussi un petit peu de mon histoire, de moi, des phases par lesquelles je suis passée qui ont pas été toujours belles, mais en même temps, c'était mon chemin et c'était écrit, en fait, c'était comme ça et je devais passer par là et comme j'expliquais, je devais aussi être confrontée à cette blessure émotionnelle et cette blessure d'abandon et donc ben, je pense que oui, je l'ai bien traversée et je pense finalement aussi qu'on n'en guérit pas complètement. Non, je suis d'accord avec toi. Puis même, oui, c'est même une certitude, je vais arrêter de dire je pense, c'est une certitude. Je suis certaine qu'on n'en guérit pas totalement et que à chaque fois dans la vie, on va être confronté à des situations beaucoup moins intenses. Je dis pas que je vais vivre la même chose que j'ai vécue il y a 3 ans, Plus jamais même, je pense. plus jamais, on est d'accord. Mais par contre, je vais être confrontée un petit peu à certaines petites situations qui vont venir me piquer en mode t'es sûr que finalement ça va vraiment bien? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es OK avec tes limites? Est-ce que tu es OK avec ce que tu dis, avec ton discours intérieur? Et finalement, ben, ça vient juste en fait nous piquer et nous faire des petites piqûres de rappel. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça permet d'ajuster et ça permet aussi de voir que l'intensité n'est pas la même finalement. Moi, je le vois avec du recul. Maintenant, je suis confrontée à des situations qui, 3 ans auparavant, m'auraient rendue malade, pour le coup. Et maintenant, oui, ça vient m'impacter un petit peu, mais déjà, ça prend beaucoup moins de temps et je le prends beaucoup moins à cœur. Et là, je vois que du coup, j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai cheminé. Mais ça veut pas dire que tout est OK et que tout est réglé, encore une fois. Je pense que aussi on peut parler du fait d'explorer des polarités. Mmh. On explore la polarité du trauma et de la victimisation aussi dans le trauma, du fait de remettre la faute sur l'autre. Par exemple, quand c'est l'autre qui allait manger au restaurant, c'était de sa faute. Mmh. Si on vivait ce cauchemar intérieur, c'était parce que l'autre décidait de sortir voir ses amis. Donc il y a cette phase de victimisation. Puis il y a cette phase de responsabilisation, de reprise du pouvoir, qui est progressive, hein, évidemment, où du coup on décide de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur ses émotions, sur ses traumas, sur sa responsabilité en fait dans le couple. On passe par la case thérapie et on explore aussi cette polarité du je m'en fous de tout et aussi ce déni de l'émotion. Je suis passée aussi par là de rien ne m'affecte. Mais en fait, rien ne m'affecte. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai éteint les interrupteurs. Tout était allumé en moi, tout me faisait souffrir. Et donc, en fait, dans le chemin de la thérapie, j'ai décidé de ne plus jamais ressentir ce mal-être. Mais en fait, j'ai décidé de ne plus rien ressentir finalement. Et c'est quand on explore toutes les polarités qu'on trouve son équilibre. Et donc aujourd'hui, j'ai rallumé les interrupteurs. Il y a des choses qui viennent aussi un petit peu me titiller sur des situations. Exemple typique, Yann a été invité à un enterrement de vie de garçon. Alors sur le fait, c'est pendant la saison. Donc en fait, nous, on a une société de primeurs, donc on peut pas se permettre d'être absent dans l'été. Donc ça m'a arrangé que Yann refuse sur le fait que, bah voilà, aller faire la bringue pendant plusieurs jours, etc., dans un autre pays. J'étais un petit peu déstabilisée, tu vois. Ça m'a arrangé le fait que ce soit en saison et que Yann puisse pas y aller. J'aurais préféré en fait que l'enterrement de vie de garçon soit ici, dans le sud, voilà, on fait du paintball et point barre, tu vois. Et qu'est-ce que ça t'aurait apporté de plus que ce soit dans le coin finalement? Ce contrôle peut-être? Oui, le fait qu'il y ait moins cette bringue en fait, ce no limit, en fait ce contrôle, ce surcontrôle sur la relation et le fait en fait oui que je perde le contrôle, il y a des choses encore que je peux pas forcément passer comme tu vois sur le fait que tu dises il y a des choses que tu pourras peut-être jamais guérir, en fait je pense qu'il y a aussi un temps pour tout Oui. et que même si ça fait 3 ans, plus de 3 ans, 4 ans que je fais de la thérapie, il y a des choses aujourd'hui que je peux pas encore cautionner émotionnellement, tu vois.
Et il y a des situations où ça m'arrange, Mmh. tu vois? Oui, c'est un cheminement, comme on le disait aussi très bien à chaque fois et comme on le dit dans chaque épisode, c'est un cheminement et chaque personne est différente. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais parce que pour le coup, moi, ce que vit du coup Emeline, je l'ai vécu pendant très longtemps. Le fait de me dire, oh ben, j'espère qu'il y a une situation qui va se présenter à lui et qu'il va pas pouvoir aller, je sais pas moi, faire la fête avec ses potes ou partir à un déplacement de rugby, tout ça. Sauf que bon, finalement, ça se présentait jamais et il y allait à chaque fois. Sauf que moi, du coup, le mien, ne se privait pas parce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement libre. Florian, sa liberté est hyper importante. Pour faire une petite parenthèse, un petit peu numérologie, astrologie parce que j'aime bien, Florian est un chemin de vie 5. Le chemin de vie 5, c'est la liberté, c'est l'exploration, c'est l'indépendance. Et en plus, il est ascendant Sagittaire avec sa lune en Sagittaire. Donc en astrologie, le Sagittaire, pareil, c'est le rêveur, le voyageur, la liberté. Donc pour lui, sa liberté était hyper importante. Donc tu te doutes bien que moi, en étant complètement accrochée à lui, il faisait quand même ses choses. Parce que pourquoi il laisse priver en fait? Ça l'affectait pas. Alors, affecté, oui, mais par contre, il n'arrivait pas à gérer les situations quand moi j'étais dans le trop en fait, tu vois, dans le trop d'émotions. Il n'arrivait pas du tout à gérer. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la fuite. Il fuyait. OK, Sa réponse était la fuite. d'accord. Donc je pense que oui, ça l'affectait, bien évidemment, parce qu'on est encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui, on serait pas encore ensemble, on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu. Donc affecté, oui. Par contre, le gérer, il savait pas le gérer. Il fuyait complètement. Moi, j'ai commencé la thérapie parce que je savais que ce que je vivais, c'était très difficile et très éprouvant pour moi. Mais j'ai radicalement pris mon téléphone et pris un rendez-vous chez le thérapeute du moment où Yann m'a dit que lui, ça le faisait souffrir, cette situation-là. Et c'est là où je me suis dit, oula, attends, genre moi, ce que je vis, là aujourd'hui, je te le fais payer. Et c'est là où je me suis dit, je vais pas perdre l'homme que j'aime parce que je vis des choses que je ne contrôle pas et sur lesquelles je n'arrive vraiment, mais vraiment pas à trouver les clés. Vraiment, c'était une quête de guérir seule où en fait, avec l'épuisement des situations, je me suis dit, mais attends, mais Emeline, il y a rien qui fonctionne là. Sur tout ce que tu veux faire, t'essayes de prendre sur toi, de garder les choses en toi, etc. Mais ça ne fait que empirer les situations, empirer tes émotions. Et donc, c'est à partir du moment où Yann m'a dit que lui, ça lui faisait vraiment souffrir, je me suis dit, bon, allez, allô? C'est très juste que tu me parles de ça parce que finalement, si, je vais te dire quand est-ce que j'ai compris que finalement lui aussi ça l'impactait. C'est le jour où j'ai pris mes affaires et je suis partie de la maison et qu'il ne m'a pas retenue. Mais c'est pas qu'il ne m'a pas retenue parce qu'il ne m'aimait pas, c'est qu'il ne m'a pas retenue parce qu'en fait il savait qu'on était dans une impasse et que là en fait on était au bout du chemin et qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et il savait très bien en fait l'issue qu'il allait avoir à la suite de cette étape et à la suite de cette action en fait que j'étais en train de faire, de partir de chez moi. Et le fait qu'il ne me retienne pas, c'était aussi en mode, je te fais comprendre que là en fait pour moi c'est plus possible non plus, tu vois. Et fais ton chemin et on verra ce que ça donne. Donc tu vois, encore une fois, il était aussi dans cette fuite et dans cette non-communication verbale, mais par contre, il me l'a fait comprendre d'une autre manière. Et là où je voulais rebondir aussi tout à l'heure et j'ai pas fini, c'est quand tu disais que du coup, pour l'enterrement de vie de garçon de Yann, et moi je te disais que aussi auparavant, j'espérais à chaque fois qu'il y ait des choses qui se présentent dans la vie de Florian et qui finalement viennent un petit peu le bloquer. Et en fait, ça, maintenant, avec du recul, et je peux en parler vraiment très ouvertement parce que j'en ai parlé à Emeline la semaine dernière. La semaine dernière, Florian, mon chéri, est parti à Aix faire une soirée et Emeline était à la maison. On faisait le montage du podcast et Emeline, elle me dit « Ah, mais tu le laisses partir ?» Et je lui dis « Ben oui, pourquoi ?» Moi, je réponds hyper naturellement « Ben ouais, il va faire la fête avec ses potes, ouais, pas de souci, quoi. » Elle me dit « Putain, mais moi, j'arrive pas encore à faire ça, tu vois. » Et j'ai dit « Oui, mais moi, c'est un cheminement. C'est une quête, en fait. Enfin, on est passé de tellement loin où c'est que je me rendais malade quand il partait, mais qu'au final, il le faisait quand même, que j'ai commencé après à aller voir des thérapeutes, que j'ai commencé à me faire accompagner, que j'ai commencé à mettre de la lumière aussi sur mes blessures et que j'ai compris qu'en fait, finalement, ce fonctionnement que j'avais qui venait nourrir mes blessures n'était plus, en fait, propice à me faire du bien et que ça ne servait plus à rien, que je reste dans ce schéma-là qui était toxique pour moi. Et donc finalement, de fil en aiguille, maintenant, Florian, il sort avec ses amis, il part en déplacement à l'étranger pour le rugby, il est parti 4 jours en Irlande avec ses potes, que des garçons, il part tous les ans à Lloret del Mar avec ses amis, avec que des garçons, faire un tournoi de foot. Donc oui, j'ai beaucoup de copines qui me disent comment tu fais, et moi je dis, en fait c'est juste normal, parce que maintenant pour moi, c'est hyper important d'avoir cette liberté chacun de son côté, et maintenant on arrive vraiment à passer des moments de qualité ensemble. Avant on était ensemble pour faire quoi? Juste pour être ensemble. Pour s'emprisonner. Exactement. On était vraiment dans une prison dorée tous les deux, mais juste parce qu'on était ensemble. Moi, juste le fait d'être en sa compagnie me suffisait. Mais non, t'as envie de sortir, t'as envie de faire la fête dans la mesure du raisonnable, bien évidemment, mais t'as envie de sortir, t'as envie de faire la fête. Moi, je suis partie à Tomorrowland avec une copine, je suis partie à Séville toute seule l'année dernière,
Et c'est comme ça, je trouve qu'on grandit et c'est comme ça, en tout cas, que moi, je grandis dans ma relation et c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer aussi à travers mon couple et c'est le message aussi que j'ai envie de faire passer, qu'on peut aussi très bien grandir ensemble dans le couple, mais que c'est aussi hyper important de se laisser en fait son espace et de se laisser son cheminement, chacun de son côté, pour après mieux finalement se retrouver. Je suis complètement d'accord. Donc voilà, mais je viens de très loin, on vient de très loin. On a passé de nombreuses étapes, on a passé de nombreuses crises, de pleurs, de doutes, de remises en question, de ruptures. Mais finalement, à l'heure d'aujourd'hui, je reviendrai pour rien au monde en arrière. C'est magnifique comme chemin parce que tu me vois sur ce chemin, je vois où je suis partie. Je me dis, on a aussi de l'écart d'âge. Et je me dis, c'est OK aussi de se dire, voilà aujourd'hui le point où j'en suis psychologiquement, enfin mes capacités et mes limites à 24 ans. Et je laisse aussi cette porte ouverte à la progression, à devenir encore. Enfin, je sais pas exactement comment est-ce que je peux définir ça, mais je reste ouverte à quel regard je vais porter sur l'avenir et d'être pressée aussi de voir le point que je ferai peut-être à 30 ans. Et puis aussi, tu sais, moi là, je vous parle de mon expérience et de ce qui est important pour moi maintenant dans ma vie, qu'elle soit pro, perso, dans ma vie de couple. Si je vous parle de ce qui est important pour moi, cette question de liberté, maintenant, elle est fondamentale. Chose que je n'avais pas auparavant, de par mes blessures et de par mon esprit qui était biaisé, en fait, par tout ce que j'avais pu vivre. Et maintenant, cette question de liberté, elle est hyper importante. Peut-être que pour toi, elle ne le sera pas, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toi, finalement, vous allez toujours fonctionner comme ça et que ça vous conviendra à tous les deux. Nous, en tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'à un moment donné sur notre chemin, à tous les deux, c'était plus possible. C'était toxique à mort pour lui, pour moi et pour nous. Donc en fait, c'était juste plus possible, plus envisageable. Je me rendais malade, il se rendait malade et notre couple était malade. Donc finalement, non, il faut reprendre sa responsabilité et dire qu'est-ce que je fais de ça en fait. Encore une fois, sortir de cette position de victime. Parce que si on reste accroché à une blessure, bien sûr c'est bien, on se cache derrière ça. Je me cache derrière ma blessure d'abandon. Non mais tu comprends, moi je réagis comme ça parce que tu comprends, mon père, moi il était pas là, donc du coup moi j'ai besoin que tu sois là, du coup j'ai besoin d'être avec toi. Oui non mais tu comprends pas, moi Il y a de quand la j'étais manipulation oui, aussi. mais complètement. C'est de la manipulation, mais clairement, on est clairement là-dedans. Non, mais tu comprends, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec moi tout le temps, parce que moi, quand j'étais petite, quand mon père y partait, je me retrouvais seule. Ouais, non, mais ok, c'est bon. Ça, c'est l'explication du pourquoi ça te remue émotionnellement. Exactement. Mais ça doit pas être la justification de ton comportement. Complètement. Mm. C'est exactement ça. Mais encore une fois, c'est aussi ok, à un moment donné, que ça soit la justification. Et moi, ça l'a été pendant de Ouais. très nombreuses années. Pendant de très nombreuses années, je disais à Florian, oui, mais moi, je réagis comme ça parce que mon père ci, parce que mon père là, ou parce que ci, ou parce que là. Lui, il est très tactile, moi, un peu moins. Donc, je lui disais, oui, moi, tu comprends, je suis pas tactile parce que mon père m'a jamais fait de câlin. Enfin, ok, c'est bien, ok, c'est un fait, ok. Mm. Il s'est passé ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'ai envie de rester comme ça en disant en mode non, mais c'est bon, je suis pas tactile, me touche pas, ou est-ce que j'ai envie d'évoluer? C'est pour vous donner des exemples concrets qu'en fait, finalement, oui, les faits sont là, il se passe des choses dans nos vies. C'est ok à un moment donné de s'en servir comme justification, mais je trouve, encore une fois, et pour moi, et c'est ma vision, c'est encore plus ok à un moment donné de se responsabiliser. Et c'est aussi ok que chaque individu, que chaque auditeur, auditrice qui nous écoute ait aussi sa propre vision de ce qu'est finalement guérir, de ce qu'est aussi finalement cheminer, de ce qu'est la relation de couple, la relation amicale, la relation professionnelle, et que finalement, il y a autant de possibilités qu'il y a autant d'humains sur Terre. Et je pense que sur le couple, il y a des différents besoins. Que par exemple, je pense que ton couple a évoqué certains besoins, le mien en aura d'autres, un autre couple en aura d'autres. Et je pense qu'aussi, il faut savoir reconnaître les besoins de l'autre quand ils sont exprimés. Et voilà, on peut parfois ne même pas savoir qu'on a certains besoins parce qu'on les a pas encore identifiés. Mais quand ils sont identifiés et communiqués, je pense qu'il faut aussi, comme tu le dis si bien, mettre en considération le besoin de l'autre, que ce soit un besoin de liberté ou un besoin d'être rassuré, et aussi de se dire, il y a une construction dans la guérison, et il faut aussi se dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une étape, par une étape, par une étape, des régressions, des progressions. En fait, voilà, il faut pas se dire, voilà, aujourd'hui je suis malheureuse, j'ai ça, il y a certaines problématiques qui m'appartiennent à moi, et il y a des conflits dans le couple, et il y a des conflits dans ma vie familiale, amicale, professionnelle, etc., qui m'appartiennent, et en fait, demain, je veux que ça change, parce que je vais tout faire pour. Mais en fait, il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a des, comme voilà, comme je l'ai dit, il y a des régressions, des progressions. Et je pense qu'il faut aussi se mettre en paix sur le fait de se dire, je suis une personne qui a reconnu ce que j'ai, mes traumatismes, mon chemin. Je me responsabilise, mais je peux aussi me mettre en paix sur le fait que je fais du mieux que je peux. Et c'est ok si demain je suis pas la meilleure personne, et même si dans 6 mois je suis pas la meilleure personne, enfin je suis pas la personne que j'aimerais être, et il y a un temps pour tout, et en fait on a toute la vie pour devenir la personne qu'on souhaite être. Et puis tu sais, finalement, j'ai trop envie de remercier l'auditrice qui nous a posé cette question
carrément. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est clairement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que maintenant vous commencez à me connaître, je dis beaucoup de choses. Ce matin, je me suis levée, j'étais hyper anxieuse. Mais anxieuse vraiment avec la boule au ventre. Donc du coup, j'ai pris un cahier, j'ai écrit certaines choses parce que je suis aussi en train de vivre aussi une grande transformation professionnelle notamment. Et en fait, je sais que là, la période dans laquelle je suis, elle est hyper inconfortable parce qu'en fait, elle me confronte à certaines peurs que j'ai. Et finalement, est-ce que j'ai envie de lutter et de me rattacher à ça et être encore dans ce contrôle de je veux contrôler cette peur et finalement je reste dans cet égrégore en fait de négativité? Ou est-ce que finalement je me dis, bah ok, je vais pas bien, je le dis, je ne vais pas bien. Aujourd'hui, je ne vais pas bien, je suis anxieuse, j'ai une boule au ventre et moi du coup, je l'ai écrit. J'ai écrit et j'ai brûlé. Ok. Et donc du coup, c'est comme si c'était venu un petit peu m'apaiser. Et tout à l'heure, quand je suis arrivée, quand j'ai rejoint Emile, je lui ai dit, aujourd'hui, je me sens anxieuse, je me sens pas bien. Et là, rien que de vous parler et de mettre aussi encore une fois de la lumière et de venir réentendre aussi certaines choses, mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc moi, honnêtement, franchement, cet épisode, c'est un bonbon pour moi. Ça me fait vraiment trop du bien. Et je me sens super apaisée du coup. Mais ce matin, je n'étais pas apaisée du tout. J'étais anxieuse, j'étais pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste accepté de pas être bien. C'est la seule chose qu'on peut faire. Tu as été dans l'acceptation, dans le je reconnais et le fait de se dire aussi que c'est pas parce qu'on commence une thérapie qu'on doit être parfait et que tout roule et que tout glisse et que rien ne vient s'accrocher psychologiquement, moralement, émotionnellement. Voilà, il y a aussi des gens qui se servent de ça en tant qu'arme, en fait, de dire mais attends, mais t'as commencé une thérapie, mais regarde comment tu réagis. Attends. On va s'asseoir 2 secondes. C'est pas parce que je fais une thérapie que je suis maître Bouddha. D'accord, super, c'est clair. Je fais une thérapie parce que j'ai des choses à soigner, mais c'est pas parce que j'ai des choses à soigner que du jour au lendemain, je vais devenir un maître bouddhiste qui va apaiser toutes ses souffrances, où rien ne va l'accrocher émotionnellement. Il faut aussi se dire, en fait, la vie, c'est des montagnes russes, et c'est juste que la thérapie, pas forcément en psychothérapie, mais la thérapie en général, vient faire on arrive à mieux absorber, mieux temporiser, en fait, comme un tampon sur les épreuves de la vie, en fait. Mais finalement, c'est aussi la loi de l'impermanence. La loi de l'impermanence, c'est aussi ça, en fait. C'est se dire que la vie, en fait, c'est une vague. En fait, on est dans le creux, après on remonte, on est dans le creux, on remonte. Et en fait, c'est juste accepter, encore une fois, juste un mot de vivre. En tant qu'humain, on est fait pour vivre, pour ressentir, Expérimenter. pour expérimenter, pour communiquer. Donc en fait, est-ce qu'on peut juste à un moment donné se dire finalement la guérison n'est pas un but? Et encore même le mot guérison, moi, viendrait même me déranger. Ah ouais. Parce que guérison, ça voudrait dire finalement Qu'après, on n'a plus rien. qu'après on n'a plus rien. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, tu viens cheminer, tu viens avancer, tu viens apaiser. Tu vois, moi, le mot plutôt apaiser certaines blessures ou mettre en lumière, enfin, tu vois, plutôt ces termes-là me conviendraient mieux que le mot guérir. Parce que quand tu vas chez le médecin, clairement, et qu'on te donne un médicament, c'est pour guérir et soigner finalement. Mais après, quand t'es guéri et t'es soigné, t'as plus rien physiquement. Donc, du coup, émotionnellement, ce sera un peu pareil. Donc, moi, finalement, ce mot guérir, ouais, je sais pas trop ce que j'en pense en fait. Je suis Non, pas. totalement d'accord avec toi parce que des ancrages émotionnels, des ancrages traumatiques, on n'en guérit pas. Mais non. On arrive à vivre avec, à arriver à un point de paix intérieure où il y a des choses qui viennent beaucoup moins nous remuer en fait à différentes hauteurs. Mais oui, c'est vrai qu'on n'efface pas son passé, on n'efface pas ses traumatismes, on n'efface pas ses dissonances cognitives. On arrive juste à mieux intégrer des choses de la vie et à en être mieux libéré. Mais c'est vrai que ça disparaît pas. Et puis moi, maintenant, ce que j'aime bien faire aussi, ils vont peut-être se dire, mais elle, j'aime bien quand je rencontre des gens, par exemple, et que les gens me dérangent, par exemple, tu vois, qui viennent me déranger ou qui viennent me piquer un petit peu à un endroit, je viens me questionner en me disant, mais qu'est-ce que ça vient piquer chez moi et qu'est-ce que ça vient déranger et qu'est-ce que ça vient encore une fois révéler, tu vois. Et ça, en fait, je le fais régulièrement en me disant, ok, bon là, aujourd'hui, j'ai rencontré cette personne, punaise, elle me semblait vachement hyper audacieuse, par exemple, je sais pas, je suis audacieuse avec, franchement, un aplomb et tout. Putain, mais en vrai, ça vient quand même un petit peu me déranger. Et tu vois, ça vient encore révéler quelque chose que finalement, moi, je n'arrive pas encore à être. À mettre en lumière C'est ça. et à mettre au devant de la scène. Dans la guérison, il n'y a pas forcément que dans les relations, parce que là, on a parlé beaucoup du couple, mais c'est vrai qu'il y a des, comme tu le dis si bien, des gens qui viennent nous déranger. Moi, par exemple, c'est pas forcément des personnes audacieuses ou ambitieuses qui viennent me déranger, parce que ça, pour le coup, c'est assez accepté chez moi. Je suis vraiment en paix avec mon ambition et ma faim de réussir. Par contre, par exemple, des filles ultra sportives, hyper fit, hyper, voilà, physiquement le top, quoi. Et en fait, moi, ça vient travailler chez moi le fait de me dire, il y a des choses que je pourrais faire mieux. Voilà, il y a des choses où je pourrais me sortir un peu plus les doigts des fesses pour mettre un peu plus de sport, un peu plus d'hygiène de vie, même si je trouve que j'ai quand même une super hygiène de vie, hein, c'est pas le problème.
mais ça vient, en fait, mettre des choses en moi sur le fait que, voilà, cette personne-là, elle vient travailler en moi le fait que, j'aimerais avoir un peu plus de discipline physique. Parce que j'ai beaucoup de discipline mentale, psychologique, mais c'est vrai que la discipline physique, c'est un peu les montagnes russes dans ma vie, tu vois? Donc d'accord avec toi. Pendant très longtemps, j'ai été très souvent comparée à ma sœur, j'en ai déjà parlé aussi dans plusieurs épisodes, jusqu'à ce que je fasse un travail aussi avec ma sœur, un travail de libération, bon voilà. Et en fait, du coup, j'avais beaucoup de mal à accepter cette facette de moi qui était un petit peu la faux folle du groupe, celle qui se met un peu sur le devant de la scène, celle qui se met en lumière, celle qui aime faire la fête, qui aime danser, qui aime chanter. Donc en fait, je me cachais aussi un peu de ça, et quand je voyais des filles ou des garçons ou des personnes, en fait, des humains, le faire, je me disais: «Ah mais là là, mais t'as vu lui, putain, il ose faire ça» ou «Oh là là, mais lui, il me saoule ou elle me saoule à faire comme Elle prend ça, trop de elle place. prend trop de place». Alors en qu'en fait, maintenant, c'est moi qui suis là sur les tables à danser, à chanter, à faire la fête et tout, tu vois? Mais avant, j'avais beaucoup de mal à l'accepter parce que ça venait aussi d'un conditionnement, d'une blessure que j'avais, et je suis pas venue, encore une fois, l'occulter et la mettre sous le tapis, je suis juste venue mettre de la lumière, identifier d'où ça venait, et maintenant je suis hyper OK avec ça, tu vois? Mmh. Enfin, j'aurais plein d'exemples de ce type-là, tu vois? Mais cet exemple-là, de le fait de prendre trop de place, oui, il a vraiment existé pour moi, tu vois? Et ça peut exister, enfin, chez tout le monde, en Bien fait. sûr. Les choses souvent qu'on juge chez d'autres personnes et qu'on n'apprécie pas ou qui viennent nous travailler, qui viennent nous remuer, qui nous dérangent, en fait, c'est souvent des choses qu'on n'arrive pas à accepter chez soi et qu'on refoule, qu'on met derrière, alors qu'en fait, c'est des choses qui nous permettraient d'être plus épanouis, finalement. On arrive du coup bientôt à terme de cet épisode. J'aimerais vraiment apporter cette nuance et j'aimerais vraiment vous apporter cette petite clé qui, j'espère, pourra vous aider. Mais juste essayez, du moins, si vous y arrivez, de vous dire que chaque chose qui vous arrive dans votre vie est une expérience et est une étape par laquelle vous devez passer. La plus inconfortable qu'elle soit, ou la plus belle qu'elle soit, c'est une étape par laquelle vous devez passer. Moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je sais que je suis dans une situation qui est pas des plus optimales, qui est pas non plus des plus désagréables, mais je sais que je suis dans une transition qui va me permettre de passer un step au-dessus. Donc, je le sais, j'en ai conscience. Qu'est-ce que je fais? Bah ok, je me laisse un peu porter et on verra où ça va me mener. Parce que j'ai une confiance aveugle en l'univers, en ce qu'il y a au-dessus de nous, et je sais qu'on est extrêmement bien guidé. Donc juste essayez de vous dire que voilà, chaque chose qui vous arrive est une expérience, est un cheminement, est une étape d'évolution aussi pour vous et pour votre âme, et que finalement en fait on peut tellement apprendre aussi des autres, et que chaque personne que vous allez rencontrer, chaque expérience avec laquelle vous allez être confronté va vous aider en fait à vous aligner à votre chemin et à qui vous avez envie d'être, tout simplement. Tout est une invitation et une opportunité, en fait. Et Complètement. c'est à nous de saisir que ce soit les choses les plus remuantes ou les choses les plus apaisantes. Ce sont des opportunités, des invitations, soit à l'introspection, soit à l'expérimentation. Et c'est des choses que nous propose l'univers et sur lesquelles il faut porter de l'attention. Complètement. Et on a aussi quelque chose qui est très important, qui est le libre arbitre. Et moi, j'en parle très souvent, et le consentement. C'est deux choses qui sont hyper importantes pour moi. On a aussi notre libre arbitre, et peut-être qu'à un moment donné, une situation se présentera à vous, mais peut-être que tu vas prendre une décision qui est complètement à l'opposé de ce qui aurait dû être pris, ce qui aurait dû être prise, pardon. Mais c'est aussi OK, on a notre libre arbitre. Donc voilà, j'aimerais vraiment terminer cet épisode par ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé cet épisode. Ouais, j'ai adoré. Je remercie vraiment l'auditrice qui nous a proposé Proposé vraiment. Et je sais que c'est Marie en plus, donc merci infiniment. On a vraiment adoré cet épisode, et moi, je me suis sentie hyper à l'aise. Donc merci infiniment. À la semaine prochaine. Bisous, à la semaine prochaine.